Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on fait un petit tour dans le collège d'Andoc avec l'hémochromatose, item 219. J'avoue, j'ai choisi cet item parce qu'il me donnait envie et j'ai été plutôt inspiré. Là, on est vraiment sur un épisode très moyen mémotechnique pour comprendre la physiologie, la physiopathologie même autour du fer, donc du métabolisme du fer et donc de l'hémochromatose qui est une surcharge en fer. Donc c'est un gros moyen mémotechnique. Je pense qu'en soi, si vous arrivez à retenir un peu ce qui se passe dans cet épisode, après vous serez capable très facilement de reconstruire la physiologie du fer. Donc je pense que c'est assez intéressant. En tout cas, moi je sais que ça va beaucoup m'aider, donc j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. On va commencer. On reprend l'histoire là où on s'était arrêté. En réalité, cet épisode c'est une histoire un peu annexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de contexte ou quoi. Juste on suit mais ça se passe bien. Allez, on est parti. Après une longue journée de route, toute l'équipe se reposait auprès du feu qu'ils avaient allumé. Milo proposa un jeu, auquel il jouait déjà lorsqu'il était petit avec ses parents et qu'il avait transmis à Julie. Le principe est simple. Il y a deux équipes de deux joueurs. D'un côté, on a le joueur D et le joueur F. Le joueur D doit aller chercher des pommes de pin dans la forêt et les apporter au joueur F. Et le joueur F, lui, doit prendre ses pommes de pin et les lancer dans la zone S. Dans l'autre équipe, il y a deux joueurs H. Leur objectif, c'est d'aller chercher des morceaux de bois dans la forêt et de les placer devant le joueur F. À chaque fois qu'ils apportent un bout de bois devant lui, le joueur F doit renvoyer une de ses pommes de pin dans la forêt. Une partie dure 35 minutes. Pour que la première équipe remporte la partie, ils doivent envoyer plus de 35 pommes de pin dans la zone S à l'issue du temps en partie. Et s'ils n'ont pas réussi car la deuxième équipe les a suffisamment bloqués, ils ont perdu et c'est donc la deuxième équipe qui gagne. En général, pour gagner, la deuxième équipe doit bloquer environ 1 à 2 lancers de pommes de pin par minute pendant la partie. Milo, il explique qu'il a l'habitude de jouer à ce jeu à 4, mais qu'il n'a jamais essayé à 5. Il propose donc de rajouter un joueur D ou F dans la première équipe pour tester. Ainsi, le groupe commence à jouer. Les minutes s'écoulent et on se rend très vite compte que le joueur supplémentaire va mener la première équipe à une victoire totale avec plus de 45 pommes de pin dans la zone S. Ce qui est très problématique car l'écart est très important. Milo il est surpris car il a l'habitude de jouer à ce jeu dans son village et on estime que la première équipe gagne environ 3 à 5 parties pour 1000 parties jouées. Mais le changement d'un seul joueur change toute la dynamique. Malgré tout, il est convaincu que l'impact du cinquième joueur est très variable d'une partie à l'autre et qu'il faut en refaire pour tester. Seulement, le groupe, il n'a pas l'habitude d'un jeu aussi intense. Tout le monde est très fatigué. Tout le monde a mal aux articulations et au foie. Il faudra donc attendre avant de tester une nouvelle partie. Le groupe retourne près du feu et Milo raconte une de ses autres histoires d'enfance. Il jouait avec ses amis et un jour, ils ont essayé de faire une partie à 3. Ils ont décidé de retirer un joueur H. Comme celle qu'ils venaient de jouer, cette partie s'est terminée par une victoire incontestable de la première équipe. Le joueur H a tout donné pour essayer de contrer la première équipe, mais il n'a pas réussi. À la fin de la partie, il avait de grosses douleurs au foie. Sa peau était devenue grise et faisait une crise d'hypoglycémie. Alors Milo avait essayé de le relever, mais lorsqu'il attrapa sa main, le joueur se mit à hurler de douleur. La poignée de main lui avait généré une très grande douleur. Ils ont essayé de savoir ce qu'il avait et l'emmenèrent au médecin. Étant en forêt pour le jeu, ils mirent 45 minutes à revenir en ville. Le médecin l'examina et expliqua la réaction du joueur. Milo n'avait pas tout retenu mais se souvenait qu'il avait fait une sorte de surdose. En après-coup, il découvrait que c'était quelque chose de connu dans sa famille et que tout le monde pouvait avoir ce genre de réaction avec une intensité variable. Le médecin traita alors ce joueur. C'était vraiment la partie qui avait marqué Milo. Le médecin avait branché tout un système au bras de son ami et lui avait retiré du sang. Lorsqu'il avait retiré suffisamment de sang, son ami était redevenu normal. Son teint avait repris sa couleur de base, ses douleurs de poignet avaient disparu, et il n'avait plus mal au foie. Voilà, c'est la fin de l'histoire. On passe à la fiche de cours pour comprendre tout ça. Vous avez vu, tout se base autour d'un jeu que du coup j'ai inventé pour l'occasion. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi le lien avec le fer. Peut-être que vous en avez déjà fait en soi. Je pense pas que ce soit très implicite. Je pense qu'on peut le comprendre facilement, mais pas forcément. Donc, je vais quand même expliquer tout ça évidemment. Donc, pour expliquer la maladie, je vais pas forcément suivre l'ordre de l'histoire pour que ce soit plus simple de compréhension. Mais en mettant tout bout à bout, vous verrez que vous comprendrez bien la métaphore. Pour commencer,
Dans l'histoire, je parlais plusieurs fois de famille, que ce soit celle de Milo et Julie ou celle de l'ami de Milo qui a été atteinte. Parce que l'hémochromatose primitive, c'est une maladie génétique autosomique récessive qui va conduire à une surcharge en fer. C'est la maladie génétique la plus fréquente dans la population blanche avec 3 à 5 personnes atteintes pour 1000 personnes. Ce qui reprend les 3 à 5 parties gagnées par la première équipe sur 1000 joués. La mutation principale, c'est celle du gène HFE, dans plus de 95% des cas d'hémochromatose primitive, et c'est particulièrement la mutation C282Y. Le plus important, c'est de retenir le gène HFE, je pense, qui est vraiment majoritaire. Comme je l'ai évoqué avec le joueur blessé à la fin, qui découvre que toute sa famille est touchée avec une intensité variable, la mutation de ce gène, du gène HFE, il a une pénétrance faible et variable surtout. Elle est variable la pénétrance du gène HFE, donc l'expression ne sera pas identique chez toutes les personnes atteintes. Mais de manière générale, ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a plusieurs causes de surcharge en fer. Donc il y a les hémochromatoses primitives qu'on vient d'évoquer qui sont liées à la génétique. Mais il y a aussi les hémochromatoses secondaires, donc elles peuvent être transfusionnelles, liées à une surcharge alimentaire, à l'hépatite B ou C, à une hépatopathie alcoolique, à une porphyrie cutanée tardive ou même à une stéatose hépatique. Et dans le troisième cas, il existe des causes d'hémochromatose qui sont un peu plus diverses comme l'hémosidérose africaine, la céruléoplasminémie ou encore la transférinémie congénitale. Bon là je balance des noms comme ça pour qu'ils soient posés, mais ces maladies sont bien plus rares que celles génétiques et c'est pas celles qu'il faut connaître dans un premier temps. Donc là j'ai donné un peu d'épidémio et d'étiologie, mais ce qui est intéressant je trouve c'est comprendre la physiopathologie de cette maladie, et c'est là que tout le jeu entre en scène. Avec la physiopathologie vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc déjà on part sur les conditions normales de la balance en fer. D'un côté on a les joueurs D et F, c'est eux qui envoient les pommes de pain dans la zone S. D, c'est pour DMT1, c'est le transporteur qui permet l'absorption intestinale du fer au niveau du duodénum. Il ramène le fer de la forêt jusqu'au pied du joueur F, donc dans l'entérocyte. F, c'est pour la ferroportine, qui est le transporteur qui fait l'interface entre l'entérocyte et le sang. Le sang, c'est la zone S. Le joueur D permet l'absorption donc jusque dans l'entérocyte, puis c'est le joueur F qui reprend pour passer de l'entérocyte au sang, donc à la zone S. Et vous aurez compris, les pommes de pain, c'est le fer. Leur but, c'est de remplir les stocks en fer. Et ensuite, on a les joueurs H. Eux, ils veulent empêcher les joueurs DF d'envoyer les pommes de pain. Ils doivent faire obstacle en mettant des bouts de bois. Et le H, c'est pour l'hepsidine. Elle est sécrétée par le foie quand les taux de transférine sanguine vont augmenter. Et la transférine, c'est elle qui permet le transport du fer dans le sang. Donc lorsqu'on a plus de transférine, c'est qu'on a plus de fer dans le sang. Donc le foie va sécréter de l'hepsidine qui va inhiber les transporteurs DMT1 et la ferroportine. Et je rajoute aussi que lorsque le fer n'est pas en circulation, il est stocké dans l'entérocyte sous la forme de ferritine. Globalement, la majorité du fer est présent dans l'hémoglobine. Le reste est retrouvé soit dans la myoglobine musculaire, soit dans les cytochromes. Et ensuite, il reste 1% de fer circulant qui est lié à la transférine. Au niveau du stockage, le fer il est principalement stocké dans le foie à hauteur de 1 g et dans les macrophages du tissu réticulo-endothélial. Et tout ça sous la forme de ferritine, comme dans les entérocytes. Et ensuite, si on revient à l'histoire un peu, la partie dure 35 minutes, car la femme avant ménopause est à 35 mg de fer par kilogramme de poids de corps. L'homme, lui, il est plutôt entre 35 et 45, et on va retrouver ce 45 plus tard dans l'histoire pour les parties qui sont largement gagnées. Et en plus, pour gagner, la deuxième équipe doit bloquer environ 1 à 2 lancers de pommes de pain par minute, car on élimine 1 à 2 mg par jour de fer. Mais cette élimination est compensée par l'apport alimentaire. Maintenant dans la pathologie. Dans l'hémochromatose, soit on ajoute un joueur D ou F, donc on augmente le nombre de DMT1 ou de ferroportine, ou bien on enlève un joueur H, donc on diminue l'hepsidine. Dans tous les cas, on a un déséquilibre qui fait qu'il y a trop de fer sérique. En général, les premiers symptômes arrivent entre 40 et 50 ans chez l'homme, et après la ménopause chez la femme. Si on va sur les signes cliniques, dans l'ordre de fréquence, on va retrouver des anomalies fonctionnelles hépatiques, une asthénie et une adynamie. L'adynamie, c'est une extrême faiblesse musculaire, pour préciser.
On peut aussi avoir une mélanodermie, un diabète, une impuissance, des arthralgies, des anomalies à l'ECG. Le tout, ça varie entre 74% de présence pour les anomalies hépatiques et 31% des cas pour les anomalies à l'ECG. Souvent, on va faire le diagnostic d'hémochromatose à un stade présymptomatique. Donc ce qu'on veut dans ce cas-là, c'est d'éviter les complications. Globalement, en termes de symptômes, on peut retenir la règle des 3 A. Elle est assez évocatrice. Les 3 A, c'est asthénie, arthralgie et élévation des alates. Ce qui revient au groupe qui, à la fin de la partie, est très fatigué, a mal aux articulations et au foie. Asthénie, arthralgie, alate. Maintenant, je vais détailler un peu les différentes atteintes qu'on peut avoir. Dans 95% des patients symptomatiques, on va retrouver cette élévation des alates, ou bien une hépatomégalie. Et ensuite, c'est l'évolution vers la cirrhose qui va entraîner 90% des décès qui sont liés à l'hémochromatose. Donc c'est l'atteinte hépatique qui va principalement causer les décès à cause du développement en cirrhose. Et ça, c'est retranscrit par le joueur de la fin de l'histoire qui a très mal au foie. Au niveau endocrinien, on peut retrouver un diabète qui est lié à l'accumulation pancréatique du fer. Et cette accumulation de fer va détruire les cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc les îlots qui sécrètent l'insuline, ce qui induit un diabète insulinopénique, puisque ces îlots sont détruits. Mais on peut aussi avoir une insulinorésistance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque de diabète, il est majoré par l'atteinte hépatique. Et c'est la crise d'hypoglycémie du jour de la fin de l'histoire qui représente un peu ça. Et en dehors du diabète, l'atteinte endocrinienne la plus fréquente, après le diabète, c'est l'hypogonanisme hypogonadotrope. Ensuite, au niveau articulaire, ça touche 30 à 60% des patients. On va souvent avoir une arthrite chronique sur les 2e et 3e métacarpophalangiennes, ce qui va donner une poignée de main douloureuse. Et ça c'est représenté par le joueur qui hurle de douleur quand Milo lui attrape la main. L'hémochromatose, c'est aussi une cause importante de chondrocalcinose. Au niveau cutané, on peut aussi avoir une mélanodermie. Ça arrive assez tard dans l'évolution. Et en fait, c'est une coloration grisâtre ou brune des téguments. Et ça arrive aussi à ce joueur. Bon, si on passe au diagnostic, on va commencer par chercher biologiquement ce qu'on appelle le coefficient de saturation de la transférine, le CSTF, qui a un seuil à 45%. 45 étant le nombre de minutes qu'il leur faut pour retourner en ville à la fin, chercher leur médecin. Si on a ce coefficient qui a plus de 45%, on est sûrement sur une hémochromatose primitive. Et si on est en dessous, il faut chercher une autre cause de surcharge en fer. Ensuite, la deuxième étape, c'est de chercher la mutation génétique du gène HFE, avec évidemment le consentement écrit du patient pour la recherche génétique. Si on ne retrouve pas de mutation avec une CSTF élevée, il faut se rappeler aussi qu'il existe d'autres causes pour une élévation de ce coefficient, comme la supplémentation martiale excessive, l'anémie hémolytique ou même une insuffisance hépatocellulaire. Donc principalement des surcharges en fer secondaires. Et si on est presque sûr d'une hémochromatose primitive, mais qu'on a quand même le coefficient qui est en dessous de 45, on peut faire d'autres tests génétiques de seconde intention, c'est du détail. Pour finir sur le traitement, et le médecin qui prélève le sang du joueur. Déjà, la prise en charge, elle est déterminée par le stade de la maladie, et le traitement de base, c'est les saignées. Et elles permettent globalement une bonne amélioration générale s'il y a une bonne observance. Et elles permettent d'éviter les complications, c'est ce qu'on cherche. Les contre-indications absolues à la saignée, c'est l'anémie sidéroblastique, la thalassémie majeure et les cardiopathies sévères qui ne sont pas liées à l'hémochromatose. Mais on peut aussi faire une érythraphérèse qui permet de retirer plus d'hématies d'un coup que les saignées. En fait, les saignées, globalement, c'est vraiment un prélèvement de sang. Donc là, on a fini. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'hémochromatose. Ça fait déjà pas mal d'informations. Peut-être que réécouter l'épisode là, ça peut être une bonne idée pour essayer de reprendre physiologiquement, etc. Se remettre en tête vraiment le jeu et le retenir pour garder en tête la physiologie du fer. Je fais quand même un petit disclaimer parce que là j'ai fait tout le chapitre sur le fer et tout basé sur le collège d'endocrinologie. Mais il faut quand même savoir que actuellement en médecine on ne sait pas encore tout sur le métabolisme du fer. Donc cette histoire peut-être qu'elle va devenir obsolète ou peut-être qu'elle va devoir être adaptée s'il y a des nouvelles découvertes de fait sur le métabolisme du fer, s'il y a des mises à jour. Donc voilà, je préviens quand même, c'est important, on ne sait pas encore tout en médecine.
Donc je le précise. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et pourra vous servir. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de bonnes révisions.